Stonehenge a beau être célèbre, il n'est pas le plus ancien monument de ce type en Angleterre. Cet honneur revient à Flagstones, un site antérieur d'environ 2 siècles à Stonehenge. Il est même possible que les bâtisseurs de Stonehenge aient été des imitateurs, ou, comme certains préfèrent le dire, qu'ils se soient inspirés de Flagstone. Entamons l'exploration du mystère de Flagstones en déterminant son âge exact. Pour élucider cette énigme, les chercheurs ont eu recours à une méthode très efficace: la datation au radiocarbone des monuments préhistoriques. Cette technique s'applique aux matériaux organiques, tels que le bois, les ossements ou le charbon, pouvant remonter jusqu'à près de 60 000 ans. Ces matériaux renferment une substance connue sous le nom de carbone 14. Lorsqu'un organisme meurt, son carbone 14 commence à se désintégrer selon un rythme constant. En évaluant la quantité restante, les scientifiques peuvent en déduire l'ancienneté des objets étudiés. Cette méthode impressionnante a d'ailleurs valu à son inventeur le prix Nobel. Grâce à cette technique, il a été établi que Flagstones fut érigé aux environs de 3200 avant notre ère, ce qui le rend même antérieur aux premières phases de construction de Stonehenge. Toutefois, Flagstones commence tout juste à nous dévoiler ses secrets. Le site de Flagstones se trouve dans le Dorset, au sud-ouest de l'Angleterre, à quelques 59 km de Stonehenge. Sa découverte remonte aux années 1980. Lors de travaux de construction routière, les archéologues mirent alors au jour un vaste fossé circulaire, d'environ 100 mètres de diamètre, composé de fosses se recouvrant partiellement. À l'intérieur, ils exhumèrent les restes d'au moins 7 personnes, un adulte incinéré, 3 jeunes individus et 3 autres adultes dont les corps étaient partiellement brûlés. Ces éléments suggèrent que le site pourrait avoir servi de lieu de crémation funéraire. Flagstones se présente essentiellement comme un vaste cercle ancien, établi précisément là où vivaient les premières communautés agricoles. Si vous vous y rendiez aujourd'hui, vous n'y verriez ni murs apparents, ni talus marqués. Mais en observant l'intérieur des fosses qui composent le cercle, vous y remarqueriez des fragments de craie de part et d'autre. Cela laisse penser qu'au moment de l'excavation, les constructeurs réemployèrent la terre et la craie extraite pour ériger des talus, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du cercle. Ce lieu particulier s'inscrit au cœur d'un ensemble dense de monuments très anciens, érigés sur plusieurs millénaires durant les périodes néolithiques et de l'âge du bronze. Les chercheurs ont pu dater certains de ces sites voisins avec précision. Par exemple, le fossé de Maiden Castle remonte à environ 3600 avant notre ère, tandis que le Grand Henge de Mount Pleasant fut construit vers 2600 avant notre ère. Aujourd'hui, la moitié du site de Flagstones repose sous cette route, et l'autre moitié sous une demeure historique entretenue par le National Trust. Des objets provenant du site sont visibles au musée du Dorset. En raison de la ressemblance frappante entre Flagstones et le tout premier Stonehenge, enclos circulaire, fosse, sépulture par incinération, les chercheurs les ont longtemps crus contemporains. Pourtant, la datation au radiocarbone a révélé que Flagstones, en tant qu'ancien site funéraire par crémation, constitue le plus ancien grand monument circulaire jamais identifié sur le sol britannique. Pour déterminer l'ancienneté exacte du site, les scientifiques ont analysé divers éléments retrouvés sur place, comme des os humains, des bois de serre et du charbon. L'une des découvertes les plus énigmatiques fut celle d'un jeune homme inhumé sous un imposant bloc de grès, au centre du cercle. Ce dernier y fut déposé environ 1000 ans après les premières utilisations du site, ce qui ne fit qu'approfondir le mystère de Flagstone. Vous vous interrogez peut-être sur la comparaison entre Flagstones et Stonehenge. Ce dernier demeure une énigme à part entière, un vaste cercle mégalithique dans le sud de l'Angleterre, dont les auteurs n'ont laissé aucun écrit. Nous ignorons donc leurs intentions exactes. Une légende ancienne raconte que Merlin, le magicien du roi Arthur, aurait déplacé les pierres depuis l'Irlande grâce à sa magie, là où des géants les auraient érigées. Une autre version affirme que des Danois en seraient les bâtisseurs. Et de nos jours, certains suggèrent même que des visiteurs extraterrestres en seraient à l'origine. Un homme du nom de John Aubrey commença à étudier Stonehenge dans les années 1660. Il supposait que ce monument avait été érigé par les Celtes pour leurs druides. Cette hypothèse s'est cependant révélée erronée. La datation au carbone 14 de ce site préhistorique indique que sa construction s'est effectuée en plusieurs phases sur de nombreux siècles, débutant vers 3100 avant notre ère pour ne s'achever qu'autour de 1600 avant notre ère.
À l'origine, il y a environ 5000 ans, Stonehenge n'était qu'un fossé circulaire creusé dans le sol. Par la suite, des poteaux en bois furent ajoutés. Vers 2600 avant notre ère, 80 pierres bleues imposantes furent amenées depuis le pays de Galles. Enfin, on y dressa les sarsans, des pierres encore plus massives, chacune pesant l'équivalent de 5 éléphants. Ils furent déplacés sur 30 km, puis disposés en un vaste cercle, agrémenté de 5 hautes arches de pierre, en forme de fer à cheval. Les experts estiment que l'édification de Stonehenge a requis plus de 20 millions d'heures de labeur. Cela témoigne d'un effort colossal, impliquant une force collective et une planification minutieuse, alors même que les constructeurs ne disposaient d'aucune machine. De nos jours, plusieurs hypothèses coexistent quant à la fonction réelle du monument. Certains considèrent qu'il s'agissait d'un lieu sacré, où les gens se réunissaient pour des cérémonies religieuses. D'autres supposent qu'il constituait un premier type de pôle scientifique, destiné à l'observation céleste et à la mesure du temps. Tous s'accordent sur le fait que les pierres de Stonehenge sont alignées selon les positions du Soleil et de la Lune. Ainsi, il est plausible qu'il ait servi à marquer le passage des saisons, notamment lors des solstices d'été et d'hiver. On avance même qu'il fonctionnait comme un immense calendrier, permettant de marquer les dates importantes ou de prédire des phénomènes comme les éclipses solaires. Stonehenge fut également utilisé comme site funéraire par incinération, au moins durant une période donnée. Si nous poursuivons la comparaison entre Flagstones et Stonehenge, il est impossible de ne pas s'attarder davantage sur leur ancienneté. Flagstones est en effet antérieur à Stonehenge, figurant parmi les plus vieux monuments du Royaume-Uni. Il revêt une importance particulière, car il constitue le plus ancien grand enclos circulaire jamais découvert sur le sol britannique. D'après les études les plus récentes, il serait âgé d'environ 5200 ans. Après la construction de Flagstones, de plus en plus de monuments circulaires ont commencé à émerger ailleurs. Avant cela, la plupart des monuments anciens étaient longs et rectilignes, tels que les tumulus rectangulaires, les tertres funéraires, ou encore de longs fossés nommés cursus. Certains présentèrent des formes plus aléatoires. Le monument de Flagstones marque un tournant important, car il témoigne d'un changement dans la manière de construire. Les cercles devenaient désormais la norme. Certains spécialistes avancent que l'idée de ces monuments circulaires pourrait provenir d'Irlande, où l'on enterrait déjà des corps incinérés dans des tombes rondes. Cependant, bien que Flagstones soit plus ancien que Stonehenge, de nouvelles découvertes suggèrent que ce dernier pourrait nécessiter une nouvelle datation. Certains objets trouvés à Stonehenge, notamment des ossements animaux, sont plus anciens que la structure principale. Ainsi, près des entrées, les archéologues ont découvert des os de cerf et des crânes de bovins datant d'environ 3200 avant notre ère. Auparavant, on pensait que ces os avaient été conservés longtemps avant d'être enterrés, mais il est désormais envisageable qu'une version plus ancienne de Stonehenge, faite de fosses superposées, ait existé avant la construction du grand fossé circulaire, vers 2900 avant notre ère. Flagstones et Stonehenge auraient-ils pu s'inscrire dans une tradition commune plus vaste? D'autres sites anciens de crémation funéraire auraient-ils pu exister au Royaume-Uni? Après tout, ces constructions ne sont pas les seuls monuments préhistoriques circulaires du territoire britannique. Au pays de Galles, un site comparable appelé le Henge de Llandigai présente lui aussi l'aspect d'une sépulture circulaire. Ce mode d'inhumation pourrait avoir été une pratique largement répandue à travers le Royaume-Uni, comme en témoigne l'existence de structures similaires dans l'est de l'Irlande. Dans la vallée de la Boyne, par exemple, des lieux anciens tels que le Mont des Otages étaient utilisés de manière analogue. Aujourd'hui, les chercheurs souhaitent intensifier leurs fouilles en Irlande afin de déterminer si certains de ces monuments datent d'une époque antérieure à 3200 avant notre ère. S'ils s'avéraient plus anciens que Flagstones, ils pourraient éclairer les origines de la construction des sites funéraires circulaires et expliquer pourquoi cette pratique s'est étendue à travers la Grande-Bretagne et l'Irlande. Plus nous accroîtrons nos connaissances, mieux nous comprendrons la véritable fonction de ces lieux, ainsi que la manière dont les peuples anciens partageaient croyances et traditions par-delà la mer. Reste à espérer qu'un jour, le mystère de Flagstones, l'un des plus anciens monuments du Royaume-Uni. Stonehenge n'était pas un sanctuaire mystique permettant de voyager à travers le temps. Il fut en réalité édifié dans l'espoir de façonner un avenir différent. De récentes recherches ont révélé que ce monument aurait probablement été conçu comme un moyen de rassembler les Bretons insulaires durant une période de division. L'élément central de cette hypothèse repose sur la pierre de l'autel, la plus emblématique du site.
Pendant des années, les scientifiques ont supposé que les pierres composant Stonehenge, dont la pierre de l'autel, provenaient des collines de Preseli, situées non loin, dans le pays de Galles. Ainsi, le site aurait été l'œuvre d'une communauté locale, en l'occurrence des peuples néolithiques, ayant exploité des matériaux facilement accessibles pour ériger un tertre cérémoniel, un calendrier solaire et un site funéraire réunis en un seul lieu. Cette certitude a été ébranlée par une découverte majeure. En 2018, des études avancées ont révélé que la pierre de l'autel provenait en réalité de la région de la Tay, dans le nord-est de l'Écosse, soit à plus de 640 km du site de Stonehenge. Des pierres similaires ont été identifiées dans des monuments écossais. En effet, la pierre de l'autel appartient à la catégorie des pierres couchées, disposées à l'horizontale. Or, ces structures se retrouvent fréquemment dans des cercles mégalithiques en Écosse et sont une particularité propre à la région. Cette découverte a suscité de nouvelles réflexions parmi les archéologues. Peut-être Stonehenge ne se limitait-il pas à un projet local, mais représentait-il plutôt une entreprise commune impliquant diverses tribus réparties à travers toute la Grande-Bretagne. Pour mieux saisir cette hypothèse, il faut remonter à environ 3000 avant notre ère, une époque où la Grande-Bretagne ne constituait pas encore une entité politique unifiée. Elle était alors morcelée en une mosaïque de tribus, notamment issues d'Europe du Sud et de l'Est, chacune préservant ses propres traditions et croyances. En tant qu'île, la Grande-Bretagne a connu de nombreux bouleversements démographiques. Sa population était principalement composée d'agriculteurs, descendants de peuples venus du Moyen-Orient, qui s'étaient établis sur ces terres il y a environ 6000 ans. Ce groupe prospéra jusqu'en 2500 avant notre ère, moment où une nouvelle vague migratoire, originaire des régions correspondant aux actuels Pays-Bas et à l'Allemagne, fit son apparition. Ces nouveaux arrivants, désignés sous le nom de culture campaniforme, furent à l'origine d'un profond bouleversement démographique qui marqua la fin du néolithique et les périodes qui suivirent. Leur appellation provient d'un type distinctif de céramique qu'ils confectionnaient et qu'ils utilisaient notamment pour accompagner leurs défunts dans leur dernier voyage. Il est fort probable que les habitants autochtones aient mal accueilli ce repeuplement de leur territoire. Selon les chercheurs, Stonehenge aurait ainsi été érigé comme une tentative de rassemblement des populations néolithiques originelles et de réaffirmation de son emprise identitaire sur ces terres en mutation. L'édification du site aurait nécessité des efforts considérables, notamment pour transporter la pierre de l'autel depuis l'Écosse, sans bénéficier d'avancées technologiques comme la roue. Certes, celle-ci avait déjà été inventée en basse Mésopotamie. Mais faute de connexion au débit, les Bretons de l'âge de pierre en ignoraient encore l'existence. Face à cette crise territoriale, les communautés locales auraient mobilisé leurs ressources pour déplacer cette pierre jusqu'à la plaine anglaise de Salisbury, dans une tentative de réunification symbolique. Stonehenge n'a pas été construit d'un seul tenant. Son histoire remonte à environ 3000 avant notre ère, époque où le site se réduisait à un simple fossé circulaire bordé d'un talus, une structure connue sous le nom de henge. En son centre, des rondins de bois avaient été érigés, accompagnés peut-être de sculptures totémiques. Ce premier état du monument n'était pas encore marqué par la présence de pierres. Il servait vraisemblablement de lieu rituel et de sépulture. Des fosses de crémation datant de cette période y ont été mises au jour, faisant de Stonehenge le plus ancien site funéraire connu de Grande-Bretagne. Ce n'est qu'aux alentours de 2600 avant notre ère que les pierres bleues firent leur apparition. Cette appellation peut prêter à confusion, car ces roches ne sont pas vraiment bleues. Toutefois, lorsqu'elles sont fraîchement fracturées, elles révèlent la teinte bleuâtre qui leur a valu ce nom. Ces roches plus modestes proviendraient vraisemblablement des monts Preseli, situés dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Certains chercheurs avancent que les peuples anciens attribuaient aux pierres bleues des vertus curatives. Dès lors, il n'est pas anormal de supposer que cette croyance ait motivé les efforts considérables pour les acheminer jusqu'aux plaines de Salisbury. Vers 2500 avant notre ère, Stonehenge commence à prendre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est à cette période que les imposantes pierres de Sarsen font leur apparition. Ces blocs colossaux, qui composent le célèbre cercle extérieur du monument, peuvent peser jusqu'à 25 tonnes chacun, soit l'équivalent de 3 éléphants d'Afrique empilés. On suppose également que c'est à ce moment-là que la pierre de l'autel aurait été transportée depuis l'Écosse pour être placée au cœur du site. La pierre de l'autel est la plus imposante des pierres bleues utilisées dans l'édification de Stonehenge. Aujourd'hui, elle repose à l'horizontale, au pied du plus grand trilithe du monument.
Pour rappel, les trilithes désignent ces structures formées de deux menhirs surmontés d'une pierre horizontale, constituant ainsi les arches les plus reconnaissables du site. C'est ici que l'histoire prend une tournure inattendue. Pendant près d'un siècle, les scientifiques ont cru que la pierre de l'autel provenait des collines de Preseli, tout comme les autres pierres bleues. Cela semblait logique. Si ces blocs étaient déjà transportés depuis le pays de Galles, pourquoi ne pas y prélever aussi une pierre particulière pour en faire un autel? Toutefois, cette théorie s'est effondrée en 2018, lorsqu'une équipe de chercheurs a approfondi les analyses. Grâce à des techniques géochimiques avancées, ils ont pu déterminer avec précision l'origine du grès constituant la pierre de l'autel. Il s'est avéré que celle-ci ne provenait pas du pays de Galles. Les résultats ont, en réalité, orienté les chercheurs vers le nord, plus précisément vers le bassin des Orcades, dans le nord-est de l'Écosse, à 640 km de Stonehenge. Cette découverte a bouleversé notre compréhension de l'histoire du site. Mais comment ces pierres ont-elles été transportées sur une telle distance? Une ancienne hypothèse appelée « route de glace » suggère qu'elles auraient pu être déplacées grâce à des chemins glacés naturels formés en hiver, permettant de les faire glisser sur de longues distances. Toutefois, pour un trajet excédant les 160 km, cette théorie semble peu réaliste. Quoi qu'il en soit, cette hypothèse a été réfutée, car le climat de l'époque était plus chaud qu'aujourd'hui. Une autre théorie suggère que les pierres auraient été acheminées par voie fluviale, flottant depuis la carrière jusqu'au site. Toutefois, les blocs de sarsen sont bien trop massifs pour pouvoir être transportés ainsi. Cette théorie s'effondre donc. En définitive, nul ne sait avec certitude comment ces pierres ont été acheminées. Les recherches menées à Stonehenge ont également révélé des informations fascinantes. Un relevé laser récent a permis d'identifier différentes techniques de taille de la pierre et a mis en évidence des écarts notables dans la finition du monument. Certaines sections ayant manifestement fait l'objet d'un soin particulier. On a notamment constaté que la face nord-est et les surfaces internes des trilithes centraux avaient été soigneusement polies. À titre d'information, le terme trilithe, d'origine grecque, signifie simplement « trois pierres ». Mais peut-être êtes-vous plus coutumier des dolmens qu'affectionne particulièrement l'irréductible Obélix? Toutefois, la véritable énigme, et sans doute la raison de la renommée mondiale de Stonehenge, réside dans sa fonction première. L'ensemble de son agencement semble avoir été méthodiquement conçu pour s'aligner avec les cycles solaires. L'architecture du site est particulièrement en phase avec les solstices, ces moments où l'on observe les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Lors du solstice d'été, le soleil se lève dans un alignement parfait avec la Hillstone, projetant ses rayons directement au centre du cercle de pierre. Un spectacle grandiose, qui devait impressionner son ancien public. C'est toutefois le solstice d'hiver qui semble avoir un lien privilégié avec la pierre de l'autel. Ce jour-là, au moment du coucher du soleil, les rayons viennent précisément s'aligner avec cette pierre centrale. Pour ces bâtisseurs, cet alignement allait bien au-delà d'un simple phénomène astronomique. Il portait sans doute une signification spirituelle et ancestrale profonde. La pierre de l'autel, baignée par la lumière du couchant, pouvait être perçue comme un passage entre les mondes. Un lien entre les vivants et leurs ancêtres, entre la Terre et le cosmos, entre le présent et l'éternité. Dans une époque dépourvue de calendrier, d'horloge ou de moyens de prévision météorologique, les solstices rythmaient l'existence. Ils régissaient les cycles agricoles autant que les rites spirituels. Ainsi, Stonehenge n'était pas seulement une prouesse architecturale, mais peut-être aussi une manière de préserver et d'honorer un héritage ancestral au sein d'un monde en perpétuelle transformation. Eh bien, vous voilà, en pleine randonnée d'une semaine à travers l'Himalaya. Vous êtes épuisé, le froid vous transperce jusqu'aux os, et soudainement, vous tombez sur un squelette humain près d'un lac. Vous regardez autour, et il y a des dizaines, voire même des centaines d'eaux dispersées sur le sol. Devine quoi? Cela s'est réellement produit en 1942 avec un agent forestier indien. Depuis cette découverte saisissante, les chercheurs essaient de comprendre comment autant de personnes ont perdu la vie dans un endroit aussi reculé et isolé. Alors, que s'est-il passé là-haut? Nous parlons de Rupkund, un lac situé à plus de 5020 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Mais il n'est pas seulement connu sous ce nom. Les gens l'appellent aussi le lac mystère, ou de façon encore plus étrange, le lac des squelettes.
Cet endroit est isolé, vraiment isolé. Ce n'est pas seulement parce qu'il est incroyablement haut perché, mais aussi parce qu'il est entouré de montagnes couvertes de neige. Si vous prévoyez d'y aller, assurez-vous d'avoir de bonnes chaussures de randonnée. C'est une randonnée d'une semaine couvrant plus de 50 km de terrain difficile et escarpé. En chemin, vous traverserez toutes sortes de paysages exigeants. Des forêts de chênes couvertes de mousse, des champs brumeux à l'atmosphère étrange, et tout en haut, la neige. Le point culminant de la randonnée est une crête en forme de couteau appelée Junargali. Juste en dessous de cette crête se trouve Rupkund. Plus vous vous rapprochez du lac, plus l'atmosphère semble sombre. Et sur le sol, vous pouvez trouver des squelettes humains éparpillés, appartenant à plus de 300 personnes. Avec eux, il y avait des objets comme des artefacts en bois, des chaussons en cuir et des bagues. Donc, quelque chose de vraiment macabre s'est passé là-bas. Mais quoi? Eh bien, nous avons 3 principales théories. Théorie numéro 1, la légende locale. D'après l'histoire, il y a longtemps, un roi nommé Raja Jasdaval entreprit un pèlerinage au cœur de l'Himalaya pour atteindre un temple de montagne sacré. Il emmena sa reine enceinte, Rani Balampa, accompagnée d'un groupe de serviteurs, de danseurs et d'autres personnes. Alors qu'ils se trouvaient dans les montagnes, une tempête de grêle massive a frappé, où, selon la légende, une divinité en colère a commencé à lancer des boules de fer du ciel. Quoi qu'il en soit, la tempête a été brutale et ils n'avaient nulle part où se réfugier. Au final, ils ont tous perdu la vie près du lac. Théorie numéro 2, une voie d'évasion. Certains disent qu'un que les restes appartiennent à des soldats indiens qui ont tenté d'envahir un territoire étranger en 1841, mais ils ont été vaincus. Plus de 70 d'entre eux ont été contraints de rentrer chez eux à travers l'Himalaya, et ils ont rencontré une fin tragique en cours de route. Théorie numéro 3, une fosse commune. Cette théorie suggère qu'un problème de santé généralisé a frappé le groupe. Ils ont tous été enterrés là, isolés, pour éviter la propagation de la maladie. Dans ce cas, le lac Rupkund et ses environs seraient essentiellement un cimetière froid et isolé. Sais-tu ce que toutes ces théories ont en commun? Elles supposent de toutes que les squelettes appartenaient à un groupe unique de personnes qui sont mortes lors d'un événement catastrophique. Mais ensuite, la science est arrivée. Et les choses sont devenues beaucoup plus inquiétantes. En 2019, 28 scientifiques provenant d'institutions aux États-Unis, en Inde et en Allemagne se sont alliés pendant 5 ans pour comprendre ce qui s'était passé là-haut. Ils ont étudié les restes de 38 individus, 23 hommes et 15 femmes. Et là, nous pouvons déjà écarter la deuxième hypothèse. C'est important parce que si ces personnes avaient été des soldats en mission militaire, on s'attendrait à ce que la plupart, sinon la totalité, soient des hommes. Les armées du passé étaient presque entièrement masculines. Mais ici, il y avait tout simplement trop de femmes pour que cela ait du sens. De plus, aucun signe de combat ou d'équipement militaire n'a été trouvé. Après une analyse génétique, les chercheurs ont remarqué que les individus ne faisaient pas partie de la même famille, du moins pas par le sang, comme des parents au 3e degré ou plus proches. Et surtout, ils étaient en grande partie en bonne santé. Ces 2 faits permettent d'écarter la 3e hypothèse. Ce n'était probablement pas une sorte de problème de santé hautement contagieux. Mais la partie la plus choquante est que ces squelettes n'appartenaient pas à un seul et unique groupe. Ils provenaient en réalité de 3 groupes distincts. Le premier groupe avait une ascendance qui se situe dans la gamme des Sud-Asiatiques actuels, en gros, des régions qui sont aujourd'hui l'Inde, le Pakistan et le Népal. Le deuxième groupe avait une ascendance typique de la Méditerranée orientale, tout comme les personnes de la Grèce actuelle, ou plus spécifiquement de Crète. Et ils ont également identifié un individu avec une ascendance liée à l'Asie du Sud-Est. La datation montre également que ces vestiges n'ont pas été déposés au même moment. En d'autres termes, les groupes 1 et 2 n'ont pas vécu à la même période. Leurs décès se sont en réalité étalés sur une période allant jusqu'à 1 millier d'années. Oh, génial. Maintenant, la première théorie est également écartée. Après tout, les études peuvent confirmer que ces personnes sont décédées dans au moins 2 événements tragiques distincts. Selon les chercheurs, il existe une piste possible sur l'origine d'au moins certaines des personnes d'ascendance sud-asiatique ou sur les raisons de leur présence là-bas en premier lieu. Le lac de Rupkund ne fait pas partie d'une grande route commerciale ni de rien de tel. Mais il se trouve sur le chemin d'un pèlerinage appelé le Nanda Devi Raj Jat. Cela se déroule encore aujourd'hui, tous les 12 ans, où des gens traversent les montagnes pour adorer et célébrer. Maintenant, les archives écrites de ce pèlerinage n'apparaissent que vers la fin des années 1800.
Mais il y a des inscriptions dans les temples voisins qui remontent à bien plus loin, comme au 8e ou 10e siècle. Ainsi, il est possible que la tradition ait commencé bien plus tôt. Et peut-être que certaines de ces personnes sont décédées lors de l'un de ces premiers pèlerinages, en raison d'une forte tempête ou d'une autre catastrophe naturelle. D'accord. Mais comment expliquer le groupe qui venait de Grèce? Eh bien, c'est assurément plus déroutant. Tout d'abord, car il n'existe pas de documents historiques ou de preuves pour expliquer qui étaient ces personnes ou ce qu'elles faisaient dans les contrées reculées de l'Himalaya. Ainsi, il est difficile de savoir par où commencer. L'étude suggère qu'il pourrait avoir été un groupe d'hommes et de femmes, sans lien de parenté, nés dans la région de la Méditerranée orientale, à l'époque où l'Empire ottoman contrôlait cette région. Les preuves suggèrent qu'ils avaient un régime principalement basé sur des aliments terrestres, pas les fruits de mer que l'on pourrait attendre de personnes vivant près de la côte. Ainsi, il est possible qu'ils aient vécu à l'intérieur des terres et qu'ils se soient retrouvés dans l'Himalaya, peut-être en voyageant pour des raisons que les chercheurs ne peuvent pas encore pleinement expliquer. La meilleure hypothèse est qu'ils participaient également à un pèlerinage. Mais honnêtement, il semble assez peu probable que des personnes d'Europe aient voyagé jusqu'à Roopkund uniquement pour cela. Et supposons qu'ils l'aient fait. Qu'est-ce qui leur est exactement arrivé? Je veux dire, comment ont-ils tous pu mourir exactement au même endroit? Eh bien, les chercheurs ne peuvent toujours pas le dire avec certitude, mais les gens en ligne adorent spéculer. Tu crois? Certains suggèrent qu'ils sont tombés de la crête de Junargali, ou, comme ils se trouvaient à une altitude si élevée, peut-être sont-ils décédés d'un mal aigu des montagnes. Là-haut, les niveaux d'oxygène sont beaucoup plus bas, ce qui peut entraîner des symptômes tels que des maux de tête, des vomissements et des vertiges. Le problème, c'est que cela peut rapidement s'aggraver, et si cela affecte vos poumons et votre cerveau, cela peut devenir mortel. Donc, oui, cela aurait pu arriver, mais c'est quand même étrange de penser que cela est arrivé à tant de personnes en même temps. Nous avons certainement encore besoin de beaucoup plus de réponses en ce qui concerne Roopkund. Mais l'un des obstacles auxquels les chercheurs sont confrontés est que le site reste très perturbé et non préservé. Au fil des années, les randonneurs ont déplacé les squelettes. Ou pire, certains les ont même emportés chez eux comme souvenirs macabres. Mais plus nous interférons avec ces restes, plus il devient difficile de trouver une réponse précise à l'avenir, peu importe les avancées de la science. Donc, pour l'instant, le lac mystère restera exactement cela, un grand mystère. Ce spécimen singulier avait à peu près la taille d'un husky et aurait pu être pris pour tel s'il n'était pas totalement dépourvu de fourrure et s'il ne s'agissait pas d'un redoutable prédateur doté de longues canines acérées. Charmant. Voici le plus ancien animal à dents de sabre jamais identifié. Il arpentait la surface de la Terre bien avant l'apparition des dinosaures. Les chercheurs ont pu établir sa description à partir de fossiles exhumés sur l'île espagnole de Majorque, en Méditerranée. Il y a environ 200 millions d'années, bien avant qu'aucun d'entre nous n'existe, les tout premiers mammifères firent leur apparition, cohabitant alors avec les dinosaures. Mais si l'on remonte plus avant dans l'arbre généalogique des mammifères, on parvient à un groupe ancien nommé Thérapsides. Bien qu'il n'ait guère ressemblé aux mammifères actuels, il présentait déjà certains traits fondamentaux qui allaient, avec le temps, caractériser pleinement cette classe animale. Les thérapsides, par exemple, présentaient des ouvertures particulières sur les côtés du crâne, destinées aux muscles de la mâchoire. Certaines parties de leur ossature mandibulaire allaient, avec le temps, se transformer en osselettes de l'oreille moyenne, présents chez tous les mammifères, vous inclus. La récente découverte pourrait bien correspondre aux plus anciens fossiles de thérapsides jamais identifiés. Ce spécimen, encore sans nom officiel, appartient au groupe des gorgonopsiens. Ces créatures étaient plus étroitement apparentées aux mammifères qu'à tout autre être vivant actuel. Certaines avaient la taille d'un chat, d'autres rivalisaient avec les ours polaires. Les gorgonopsiens possédaient divers types de dents, adaptés à des fonctions spécifiques, un trait typiquement mammalien. Mais à la différence des mammifères, ils renouvelèrent leurs dents en permanence, y compris leurs longues canines en forme de sabre. Cela pourrait s'avérer fort utile. Jusqu'à présent, les plus anciens fossiles de gorgonopsiens connus dataient d'environ 265 millions d'années. Ce nouveau spécimen est encore plus ancien. Son âge est estimé entre 270 et 280 millions d'années. La découverte est particulièrement complète et bien conservée. Elle inclut ses crocs effilés, une partie de la mâchoire, des éléments de la colonne vertébrale, des côtes, des vertèbres caudales, des phalanges, ainsi qu'une grande partie d'un membre postérieur.
Même si le crâne n'a pas été retrouvé en entier, les chercheurs estiment ce qu'il mesurait près de 18 cm. L'animal, quant à lui, devait atteindre la taille d'un chien de gabarit moyen à grand, avec un poids compris entre 30 et 40 kg. Pour autant, sa silhouette n'avait que peu à voir avec celle d'un chien. Malgré certains aspects évoquant les reptiles, le qualifier de chien lézard serait inexact. Mammifères et reptiles partagent certes un ancêtre très ancien, remontant à environ 320 millions d'années, mais leurs lignées ont divergé depuis bien longtemps. À l'époque où cette créature foulait le sol, l'île de Majorque se trouvait au cœur du supercontinent Pangée. Ce territoire connaissait alors des alternances marquées de saisons extrêmement humides et très sèches. Les chercheurs se sont souvent demandé si les grandes étapes de l'évolution des mammifères avaient eu lieu dans de telles zones tropicales, mais les fossiles nécessaires à cette démonstration faisaient jusque-là défaut. Avec la mise au jour du plus ancien gorgonopsien connu à Majorque, les pièces manquantes de ce puzzle évolutif commencent à se rejoindre. Il semble que d'importantes étapes de l'évolution des mammifères aient pu se produire dans des régions tropicales peu explorées. Ce prétendu vide fossile tiendrait peut-être simplement au fait que les fouilles n'étaient pas menées aux bons endroits. Notre protagoniste du jour n'était pas le seul spécimen extraordinaire à avoir marqué l'histoire avant l'ère des dinosaures. Il y a plus de 500 millions d'années, des prédateurs étranges dominaient les océans. Parmi eux, Anomalocaris. Un nom particulièrement peu engageant, mais qui signifie simplement « crevette singulière ». Cette créature n'avait aucun équivalent parmi les espèces actuelles. Les chercheurs la considèrent comme le tout premier superprédateur, l'épaulard de son temps. Anomalocaris était imposante pour l'époque, atteignant jusqu'à 90 cm, de ses bras tranchants jusqu'à ses nageoires caudales. On pensait autrefois qu'elle se nourrissait de trilobites, mais des recherches récentes montrent qu'elle n'était pas assez puissante pour percer leur carapace. Il s'agissait plutôt d'une chasseresse vive et agile, dotée d'une vision remarquable, ciblant des proies molles qu'elle attrapait dans l'eau. Autre merveille de l'ère pré-dinosaure, un poisson capable de marcher sur la terre ferme. Un exploit tout à fait remarquable. Tiktaalik évoluait dans des rivières marécageuses, évoquant celles de l'Amazonie actuelle. Il pouvait atteindre 2,70 m, chassait dans les eaux douces comme un crocodile moderne, et possédait un cou mobile ainsi que des poumons primitifs, lui permettant de survivre aussi bien sur terre que dans l'eau. La raison pour laquelle des poissons comme Tiktaalik ont commencé à explorer la terre ferme, il y a environ 395 millions d'années, demeure obscure. À cette époque, le supercontinent de Gondwana se rapprochait lentement du futur continent nord-américain, formant de vastes zones marécageuses. Ces environnements, humides, peu profonds et proches de l'équateur, offrirent des conditions idéales à l'essor d'animaux amphibies, comme les crocodiles. La nourriture sur Terre était rare. Peut-être se sont-ils aventurés là pour des raisons de sécurité, trouvant moins de prédateurs et de meilleurs endroits pour pondre leurs œufs que dans l'eau. Ces créatures ont d'abord vécu en pleine mer, puis dans des eaux peu profondes, avant de coloniser les marais et les rives, pour enfin, après une lente transition, s'établir pleinement sur la terre ferme. Imaginez un mille-pattes géant, long de 2,5 mètres et pesant jusqu'à 50 kg. Arthropleura, qui vivait il y a plus de 300 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. Durant la période du Carbonifère, l'atmosphère terrestre contenait plus de 26% d'oxygène, contre environ 21% à l'heure actuelle. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que ces niveaux élevés d'oxygène expliquaient l'imposante taille de ces animaux. Toutefois, une découverte fortuite a révélé un fossile datant d'une période où la teneur en oxygène était à peine supérieure à celle d'aujourd'hui. Cette trouvaille, mise au jour par la fracture opportune d'un rocher, fait partie des spécimens de mille-pattes géants les plus complets et imposants jamais découverts. Cette créature aurait pu habiter non seulement les zones marécageuses, mais également les forêts clairsemées, regorgeant de graines, de noix et peut-être même de petits animaux. Il est plausible qu'elle n'ait pas été un simple herbivore lent et laborieux, mais un prédateur agile et opportuniste, capturant toute proie à sa portée. Après avoir dominé la Terre pendant environ 45 millions d'années, ces mille-pattes géants ont fini par disparaître, probablement chassés par les reptiles, qui ont ainsi préparé le terrain pour l'avènement des dinosaures. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui résulterait du croisement entre un ours polaire et un tigre à dents de sabre, voici la réponse. Inostrancevia a dominé les écosystèmes méridionaux après avoir migré sur plus de 11 000 km à travers la Pangée. Il y a environ 252 millions d'années. Sa peau,
aussi résistantes que celles d'un rhinocéros, et ses canines massives, parfaitement adaptées pour déchirer les chairs, en faisaient un redoutable coureur. Une fois installé dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud, il supplantait une grande partie des prédateurs locaux. Cependant, sa suprématie fut de courte durée, car vers la fin de la période permienne, d'immenses éruptions volcaniques provoquèrent des changements climatiques profonds, entraînant la disparition d'environ 90% des espèces vivantes. Les grands prédateurs, caractérisés par leur croissance lente et leur rareté, sont souvent les premiers à succomber lors de telles extinctions massives. Et c'est ainsi que notre protagoniste disparut. Notre dernière créature du jour est une libellule géante qui vivait il y a environ 300 millions d'années. Avec une envergure excédant les 60 cm, 2 paires d'ailes, 6 longues pattes épineuses et d'énormes yeux globuleux, Meganeura est sans doute le plus grand insecte volant à avoir jamais existé, surpassant largement les libellules actuelles, qui sont ses lointaines parentes. À l'instar des libellules modernes, Meganeura fréquentait les espaces ouverts proches des étangs et ruisseaux à courant lent. Toutefois, elle ne se nourrissait pas uniquement de petits insectes, mais dominait ces milieux en tant que prédateur principal, capturant proies diverses en plein vol, y compris d'autres insectes volants, de petits amphibiens, voire des animaux proches des lézards, grâce aux épines de ses pattes formant un véritable piège volant. Les premiers fossiles de Meganeura furent découverts en France en 1880 dans des roches riches en charbon. Leur conservation remarquable permettait d'observer le dessin précis des nervures alaires. Les chercheurs estiment que cette taille exceptionnelle résultait de l'absence quasi totale de concurrence chez les vertébrés et d'un taux d'oxygène atmosphérique bien supérieur à celui d'aujourd'hui durant le Carbonifère. Le désert du Sahara ressemble à un film de Mad Max, chaleur torride, dunes infinies et un paysage dévasté en général. Un endroit où personne ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ce que vous en savez, car il y a 5000 ans, le Sahara était un paradis luxuriant de prairies, lacs et rivières, et abritait une civilisation fantôme qui a disparu sans laisser de traces. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsqu'un explorateur hongrois est tombé sur une grotte au milieu du Sahara. À l'intérieur, il a découvert quelque chose de bizarre. Des peintures rupestres anciennes représentant des personnes nageant dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, tout le monde a haussé les épaules, en considérant cela comme une représentation symbolique de l'au-delà. Car, franchement, qui pourrait imaginer un lac dans le Sahara ? Avance rapide d'environ 70 ans plus tard, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte qui a renversé la situation. Dans un abri sous roche en Libye, ils ont mis au jour 15 momies, ainsi que des paniers, des pots en céramique et d'autres objets du quotidien. Cela peut sembler des déchets préhistoriques pour la plupart des gens. Mais pour les archéologues, c'était comme découvrir une pièce à conviction clé. Ces personnes ne faisaient pas que passer par là. Elles vivaient ici. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle momie, elle faisait partie des plus anciens humains naturellement momifiés jamais découverts, datant de plus de 7000 ans. Ha ha ha, prends ça, Égypte. 2 d'entre elles avaient encore un ADN lisible. Préservé grâce à un rare processus de momification naturelle, presque un miracle compte tenu de la capacité du climat du Sahara à transformer tout en viande séchée. Les scientifiques ont eu du mal pendant un certain temps à comprendre d'où provenaient ces momies, car l'ADN mitochondrial qu'ils avaient récupéré n'était pas du tout utile. Mais grâce au progrès scientifique, ils ont finalement réussi à effectuer une analyse génomique complète qui a révélé d'étranges secrets. Ces personnes appartenaient à une lignée humaine qui était complètement inconnue, et elles ont vécu isolées du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que l'endroit où ils vivaient, le Sahara vert, était comme une autoroute préhistorique. Un couloir luxuriant que les humains et les animaux utilisaient pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Mais les momies ont démoli cette théorie comme un hippopotame assis sur un château de sable. Leur ADN ne montrait aucun mélange génétique avec des migrants subsahariens et eurasiens, gardant leur gène pur pendant 7000 ans. Leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas leurs voisins vivant juste en dessous du célèbre désert, mais certains anciens chasseurs-cueilleurs du Maroc, et même des individus qui vivaient en République tchèque, alors qu'elle n'était même pas encore un pays, il y a 50 000 ans. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire car ces momies portaient également de minuscules traces d'ADN de Néandertal, seulement 10% de la quantité trouvée chez les Eurasiens modernes. Si vous avez fait attention à l'école,
Alors vous savez que les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie, et que les premiers humains ne se mélangeaient avec eux qu'après avoir migré hors d'Afrique. Mais ces gens du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors comment ont-ils acquis des gènes de Néandertal? La théorie dominante est que leurs ancêtres se sont mêlés aux Néandertaliens en Afrique du Nord il y a 50 000 ans, avant de s'installer dans le Sahara et de couper les contacts avec le monde extérieur. Les archéologues ont également trouvé des os de bétail et des outils en pierre et en bois dans cet abri sous roche, prouvant que ces personnes menaient une vie pastorale florissante. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes pendant un certain temps, car, voyez-vous, la domestication des animaux ne s'était pas développée en Afrique. Alors, comment ont-ils appris cela s'ils ne se sont jamais mêlés à quiconque? Avaient-ils des tutoriels YouTube anciens? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'ils ont dû échanger des connaissances avec des groupes voisins, mais uniquement des connaissances, pas de salive. Il est presque difficile de croire qu'aucun étranger ne s'est mêlé à eux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation prospère, au milieu d'un paradis vert, en buvant du lait, en mangeant de la viande et même en utilisant le sang animal comme source de protéines? Miam! Ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas, grâce à leur bétail, et l'eau abondante rendait la vie vraiment agréable. Et pourtant, ils n'épousaient jamais d'étrangers. Pourquoi? Peut-être que c'était un choix culturel de ne jamais sortir en dehors de leur propre groupe, ou peut-être que le paysage même les gardait isolés. C'est là que les scientifiques misent. Ils croient que les forêts denses et les rivières qui existaient dans le Sahara vert agissaient comme le panneau défense d'entrée de la nature, créant une barrière géographique qui isole les animaux, les plantes et les sociétés entières. Cette isolation est la raison pour laquelle leurs gènes s'étaient nés si uniques. Ces gens-là n'échangeaient pas de baisers avec qui que ce soit d'autre. Mais cette capsule temporelle génétique a failli ne pas survivre. Pendant la majeure partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus impitoyable qu'aujourd'hui, une véritable zone morte où les humains ne pouvaient pas survivre. Il y a 70 000 ans, même les gens les plus résistants ont disparu, se retirant vers la vallée du Nil et la côte méditerranéenne. Pourquoi? Parce que la Terre était un tyran climatique. D'énormes glaciers ont volé toute l'humidité, affaiblissant les moussons jusqu'à ce que les nuages de pluie atteignent à peine l'Afrique du Nord. Puis vinrent les coups de grâce. Des armadas d'icebergs ont inondé l'Atlantique Nord, déclenchant des sécheresses dévastatrices à chaque fois. C'était l'ultime époque du défense d'entrée du Sahara. Maintenant, vous vous demandez probablement comment le Sahara est devenu vert après tout cela, pour redevenir ensuite un désert. Eh bien, tout a commencé il y a 15 000 ans. Je n'étais pas là à cette époque, lorsque la Terre se libérait de la dernière ère glaciaire. L'axe de notre planète était un peu instable, et à cause de cela, l'hémisphère nord s'est rapproché du Soleil, recevant ainsi plus de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un gigantesque aimant à humidité, attirant l'eau de l'Atlantique et la faisant pleuvoir sur le Sahara. Le résultat de cette quantité incroyable de pluie fut une savane luxuriante, dotée de lacs de la taille de petits pays. Mais la période humide africaine n'était pas juste un miracle ponctuel. La vérité est que ce passage éternel entre le vert et le désert a eu lieu plus de 230 fois dans le Sahara depuis que le désert est né. Lors de l'un de ces événements, le Sahara s'est même étendu, devenant plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, lorsque le Sahara vert a fait son apparition, vous pouvez parier qu'il a apporté la transformation ultime de l'écosystème. Ce n'était pas juste une légère couche de gazon. On parle d'une véritable métamorphose. La transformation était si complète qu'elle a même remodelé les populations animales. Les guépards ont soudainement eu du mal avec les nouvelles dynamiques de proie, tandis que les rongeurs, comme la souris multimammaire, prospéraient dans les prairies devenues soudainement abondantes. C'était comme un Tom et Jerry inversé. Mais n'emballez pas encore vos maillots de bain préhistoriques, ce paradis avait des dents. Le Sahara était un labyrinthe écologique de rivières infestées de crocodiles, de moustiques porteurs de la malaria, et de grands félins tapis dans les hautes herbes. Le traverser aurait été comme jouer à une version réelle de Hippoglouton. C'est probablement pourquoi davantage de groupes ne se sont pas installés de manière permanente. Le climat du Sahara a basculé entre des périodes humides et sèches tous les 20 000 ans. Difficile d'appeler cela un code postal stable. Pour la plupart des anciens peuples, il était plus judicieux de considérer le Sahara vert comme un buffet à volonté, prendre les ressources et partir avant que le désert ne revienne. Cependant, cette période du Sahara vert a duré 10 000 ans, laissant à nos bergers mystérieux beaucoup de temps pour prospérer. Mais il y a environ 5 000 ans, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies se sont éloignées, et le Sahara s'est asséché plus vite qu'une flaque d'eau en juillet. Alors que le désert faisait son retour, les bergers du Sahara vert n'eurent d'autre choix que de rassembler leur bétail et de partir.
Certains chercheurs pensent qu'ils ont migré vers le Nil, posant ainsi les bases de l'Égypte antique. Je suppose donc que leur héritage perdure. De plus, leur lignée pure est peut-être éteinte de nos jours, mais quelques gènes ténus des momies peuvent encore être trouvés chez les habitants de l'Afrique du Nord actuelle. Mais les momies introverties n'étaient pas les seules à utiliser le Sahara vert comme Airbnb. Elles avaient en réalité des voisins juste au coin de la rue, dans un village au bord d'un lac au Niger, pour être précis. Ces personnes ont prospéré pendant 5000 ans et ont laissé derrière eux le plus ancien cimetière du désert du Sahara, comprenant un homme enterré dans une carapace de tortue, un homme d'Halloween souriant avec des dents limées, et une étreinte familiale poignante figée dans le temps, victime des mêmes eaux qui les ont soutenus. Finalement, ces personnes ont également disparu, tout comme cela est arrivé à nos amis antisociaux. Cela prouve que ce désert déjoue tout le monde avec un paysage qui offre le paradis d'une main et le retire de l'autre. Nous ne qualifierions pas cette île de mystique sans les récits décrivant les géants qui l'habitent. L'île de Gozo, située à Malte, sert de toile de fond à une légende ancienne. Malte, nation insulaire nichée dans la mer Méditerranée, au sud de l'Europe, occupe une position stratégique exceptionnelle. Au fil de son histoire, elle a été gouvernée par de nombreuses civilisations, parmi lesquelles les Phéniciens, les Grecs, les Romains et les Carthaginois. Par une nuit glaciale, il y a plusieurs millénaires, un fermier aperçut le ciel virer à l'orange, puis au rouge, avant d'entendre un bruit sourd retentir. Bien que le sol tremblât légèrement, il ne s'agissait pas d'un séisme. En scrutant la forêt, il distingua une silhouette colossale, plus haute que les arbres. Approchant avec précaution, il réalisa qu'il s'agissait d'une femme, une géante, qui se présenta sous le nom de Sansuna. Contrairement aux terribles géants décrits dans de nombreux récits, Sansuna ne nourrissait aucune intention de détruire l'humanité. Bien au contraire, elle se montrait bienveillante et généreuse. Elle révéla aux fermiers que son peuple pouvait aider à défendre leurs terres contre les envahisseurs. Les habitants furent intrigués par cette proposition, d'autant plus que, située sur une route commerciale stratégique, Malte était fréquemment la cible d'invasions. La légende raconte que Sansuna s'installa à Malte et ne tarda pas à se mettre à l'œuvre. Mais son travail ne consistait pas en de simples tâches. Elle transportait des monolithes gigantesques sur son épaule pour édifier un temple monumental appelé Gantija, signifiant la tour des géants. Elle accomplissait cet exploit tout en portant, sur l'autre épaule, son enfant, mi-humain, mi-géant. Selon certains récits, Sansuna se nourrissait exclusivement de haricots et de miel, bien que d'autres substituent le miel par de l'eau. Ce qui prête à sourire, c'est que Malte, malgré sa modeste taille, 10e plus petit pays au monde, aurait été la terre d'accueil de géants. Allez comprendre. Le temple évoquait un immense jeu de Tetris, certaines pierres atteignant le poids impressionnant de 20 éléphants. Ces blocs monolithiques sont si massifs que les spécialistes estiment qu'il aurait fallu la force conjointe de 50 hommes pour en soulever un seul. Aussi captivante que soit cette histoire, les humains n'ont jamais prouvé l'existence réelle des géants, rendant ce récit hautement improbable. Certains textes anciens mentionnent brièvement une espèce de géant appelé Néphilims. Ces derniers auraient été des colosses terrifiants, responsables de nombreux ravages sur Terre, avant de disparaître au moment du déluge. Cependant, aucune preuve tangible de leur existence n'a jamais été découverte, jusqu'à l'apparition d'un élément intrigant. L'archéologie maltaise a mis au jour plusieurs découvertes étonnantes au fil des années, dont l'une des plus marquantes est connue sous le nom de crâne de l'hypogée. Ce terme, d'origine grecque, signifie « souterrain ». Ce site extraordinaire fut découvert au cours de la première décennie du XXe siècle, lorsqu'un appel urgent parvint au directeur du Musée national de Malte. Des ossements remarquables avaient été déterrés par accident, nécessitant son expertise immédiate. L'hypogée se présentait comme une véritable ville souterraine, composée de labyrinthes et de salles réparties sur plusieurs niveaux. Ces structures avaient été taillées dans un calcaire similaire à celui utilisé pour les temples maltais situés en surface. L'hypogée regorgeait de précieuses reliques et d'artefacts inestimables. Les chercheurs ont rapidement établi que l'hypogée servait de lieu de dernier repos pour les habitants de l'époque. Parmi les découvertes figuraient de nombreux ossements, squelettes et surtout des crânes. Ces derniers n'étaient pas des crânes humains classiques, mais appartenaient à la catégorie dite allongée. Plus intriguant encore, ces crânes ont été dissimulés au public pendant de nombreuses années, alimentant des spéculations et donnant naissance à une multitude de théories. Cette découverte a constitué un tournant pour l'archéologie maltaise, même si les scientifiques se sont retrouvés démunis face à cette énigme.
Certains se sont interrogés sur l'origine de ces crânes, se demandant s'ils étaient naturels ou avaient été altérés, en sachant que certaines cultures utilisaient des techniques de déformation crânienne. D'autres chercheurs ont évoqué des hypothèses plus audacieuses, allant des petits hommes gris aux géants légendaires. Certains suggèrent même que ces crânes allongés pourraient être des sculptures dédiées à des divinités venues d'ailleurs. Faute de preuves pour confirmer ces théories, une question demeure. Qui étaient réellement les bâtisseurs des temples mégalithiques de Malte? Examinons les faits établis par les scientifiques. Les temples mégalithiques de Malte se dressent depuis 3500 ans avant notre ère, ce qui les rend encore plus anciens que les pyramides d'Égypte. La véritable énigme réside dans le fait que ces édifices aient été érigés bien avant l'apparition de l'écriture. Pourtant, leur construction nécessitait des compétences technologiques avancées que l'on peine à expliquer. Le temple de Gantija semble défier toute logique humaine par son ampleur. Le temple sud possède un couloir bordé de 4 salles ovales, évoquant la forme d'un grand trèfle. Dans l'une de ces salles, les archéologues ont découvert des autels ornés de motifs en spirale. Ces structures, vraisemblablement utilisées à des fins rituelles, témoignent de l'importance des pratiques spirituelles chez les premiers Maltais. Le temple nord, bien que similaire dans sa conception, est plus modeste et dispose d'une entrée si basse qu'elle oblige les visiteurs à se courber pour y pénétrer. Ce détail pourrait symboliser un geste de déférence envers les divinités vénérées en ces lieux. Il est difficile de ne pas s'interroger sur les raisons mystérieuses qui ont poussé ces bâtisseurs à créer un temple d'une telle envergure. Peut-être ont-ils enrôlé l'un dragon de Daenerys pour déplacer ces monolithes? Bien sûr, il ne s'agit que d'une plaisanterie. Mais saviez-vous que les célèbres portes de Medina, à Malte, avaient servi de décor pour Port-Réal dans l'épisode 3 de la première saison de Game of Thrones? Quoi qu'il en soit, revenons aux géants. La théorie selon laquelle ces lieux avaient une vocation rituelle a gagné en crédibilité lorsque les archéologues ont mis au jour des figures énigmatiques surnommées les Dames Grasses. Ces petites statues, au corps rond et au visage reflétant une grande joie de vivre, semblent-tu témoigner d'un certain hédonisme. Ces statues rappellent étrangement une version miniature de Sunsuna, la géante évoquée précédemment. Les scientifiques estiment qu'elles figuraient probablement le bien-être et la prospérité. Leur existence atteste non seulement des compétences artisanales avancées des anciens Maltais, mais aussi de l'intentionnalité de leur construction et de leurs créations artistiques. L'une de ces œuvres, connue sous le nom de « La Dame endormie », est une pièce d'art néolithique représentant une femme de forte corpulence, allongée sur le côté, semblant dormir paisiblement. Après des analyses approfondies, les chercheurs ont supposé qu'elle incarnait la grande faucheuse. Découverte dans l'hypogée, un vaste lieu de sépulture, cette statue se distingue des autres Dames Grasses, notamment par sa coiffure et sa jupe ornée de broderies. Une autre statue intrigue particulièrement. Elle représenterait une femme mesurant 2,50 m de hauteur, accompagnée d'un fragment du bord de sa jupe. Sa découverte, pour le moins inhabituelle, remonte à 1915, lorsqu'un agriculteur, gêné dans son travail par de larges blocs de pierre, invita le directeur du Musée national de Malte à venir les examiner. Pour certains, cette trouvaille constitue la preuve de l'existence de Sunsuna, tandis que d'autres restent sceptiques. Et ce n'est pas tout. L'endroit où cette statue gigantesque a été trouvée abritait l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de Malte, les temples de Tarxien. Construits à partir de blocs de calcaire, certains mesurent dans 6 mètres de haut et pèsent environ 20 tonnes. En poursuivant ses fouilles, le directeur du musée, un certain Zamit, découvrit plusieurs sites similaires, tous composés de pierres mégalithiques. Ces structures, attribuées à des agriculteurs de l'âge de pierre ayant vécu sur une île isolée de la Méditerranée il y a des milliers d'années, défient toute logique. Il suffit d'observer les temples de Mnajdra. Il pourrait y bien représenter le tout premier calendrier au monde. Lors des équinoxes, le soleil traverse directement l'entrée principale et éclaire l'axe central du temple. Quant au solstice, ils offrent 2 variations remarquables. Pendant le solstice d'été, les rayons illuminent le bord du mégalithe, situé à gauche de l'entrée, tandis qu'en hiver, ils se déplacent vers la droite. C'est là une démonstration fascinante de précision astronomique. Et que dire des structures de halles tarxiens, déjà mentionnées? Ce complexe est considéré comme le plus ancien de tout Malte. Il a été édifié pour permettre des offrandes animales aux divinités. Une théorie confirmée par la découverte de nombreux ossements enfouis dans le sol. Les fouilles ont également révélé une riche collection de motifs en spirale, suggérant que les habitants utilisaient également cet espace pour des rituels religieux. Il y a environ 14 000 ans,
des bâtisseurs venus d'un autre monde seraient descendus sur Terre. Leur objectif ? Contribuer à l'édification d'un vaste complexe de pierres formé de blocs parfaitement imbriqués. Pour cela, ils auraient employé une technologie très en avance sur leur temps. Et une fois leur tâche accomplie, ils se seraient volatilisés sans laisser la moindre trace. Il ne s'agit pas d'un récit de science-fiction, mais d'une hypothèse avancée pour expliquer le mystère de Pumapunku. Les scientifiques ne la reconnaissent pas officiellement, mais ils ignorent toujours comment, quand et par qui cette structure impressionnante a été construite. Pumapunku est un site intégré à une cité ancienne nommée Tiwanaku, qui se trouve non loin du lac Titicaca, en Bolivie. Tiwanaku occupe une place essentielle dans les traditions incas, car ils considéraient ce lieu comme le point d'origine de la création du monde. Les spécialistes estiment que Pumapunku aurait été édifié vers l'an 536 de notre ère. Les premiers Européens à le découvrir y sont parvenus en 1549 via l'expédition de Pedro Chieza de León. En son centre se trouve une large plateforme en terrasse, composée de gigantesques blocs de pierre, dont certains atteignent la taille d'un autobus, 8 mètres de long, 5 de large et 1 mètre d'épaisseur. Le plus imposant atteint un poids spectaculaire de 131 tonnes, soit plus que 20 éléphants réunis. Même les éléments plus petits sont comparables à la taille d'un canapé. Les archéologues pensent bon qu'il y avait au moins 5 grands portails, accompagnés de plusieurs autres, plus modestes, probablement inclus dans une structure monumentale. Le site a été construit à partir de 2 roches, le grès rouge et l'andésite, une des plus dures connues sur Terre. Ces blocs en forme de hache s'imbriquent comme les pièces d'un puzzle. Ils paraissent tous identiques, comme issus d'une production industrielle, ce qui semble invraisemblable pour une civilisation ancienne. Comme on l'a souligné, même les plus petits semblent démesurés. Chaque bloc a été sculpté avec des trous et des rainures d'une extrême précision. Les bâtisseurs réussirent à tracer des lignes parfaitement droites, découper des angles identiques, polir des surfaces nettes et percer des trous réguliers. Certains spécialistes pensent qu'ils recouraient à des techniques sophistiquées, bien qu'aucun outil n'ait été retrouvé. Il fallut un millénaire à d'autres pour atteindre une telle précision. Parmi les énigmes les plus déconcertantes figure celle du transport de ces énormes pierres. Le site de Pumapunku se trouve à une altitude vertigineuse de 3840 mètres, dans une région si élevée que même les arbres n'y poussent pas. Les bâtisseurs de l'époque ne disposaient ni de roues, ni de grues, ni d'engins motorisés, et pourtant, ils ont déplacé ces masses colossales sur de longues distances depuis leur carrière d'origine. Certains avancent l'hypothèse de cordage en peau de lama et de rampe, mais la vérité demeure incertaine. La théorie la plus largement retenue attribue ce site monumental à la civilisation Tiwanaku, qui prospéra dans la région entre 500 et 1000 de notre ère. Le complexe était immense et structuré en plusieurs espaces. Une cour à l'ouest, une vaste zone ouverte au centre, et une cour orientale ceinte de murs de pierre. Autrefois, ce lieu devait offrir un spectacle d'une rare splendeur. Des plaques de métal poli scintillaient au soleil, des tissus éclatants et des céramiques raffinées ornèrent les édifices, tandis que des hommes aux costumes élaborés déambulaient sur la place centrale. Pourtant, une incohérence demeure. Le peuple Tiwanaku n'a laissé aucun témoignage écrit relatant les techniques utilisées pour bâtir Pumapunku. Un tel exploit aurait sans doute laissé quelques indices. Or, il n'en existe aucun. Par ailleurs, le peuple Tiwanaku ne possédait pas les technologies qui auraient permis de tailler et de déplacer d'immenses blocs de pierre avec une telle précision. Les premiers historiens de l'architecture ayant analysé le site de manière rigoureuse ont estimé qu'un simple percuteur en pierre n'aurait jamais permis d'obtenir un tel degré de finesse. Et aucun outil métallique lié à cette construction n'a été mis au jour. C'est pourquoi on a émis l'hypothèse que les bâtisseurs ont pu recourir à des instruments atypiques que les chercheurs modernes n'auraient même pas identifiés comme des outils. Une théorie suggère que ces anciens bâtisseurs auraient pu découvrir un procédé permettant d'assouplir la pierre, la rendant ainsi plus facile à façonner avant qu'elle ne durcisse à nouveau. D'autres supposent qu'ils auraient versé de la roche liquide dans des moules, à l'image du béton que nous utilisons aujourd'hui. Si tel était le cas, cela impliquerait l'existence d'une civilisation avancée en Amérique du Sud, bien plus ancienne que ce que nous pensions. Certains relient même cette idée à la légendaire Atlantide, ou à d'autres civilisations disparues qui auraient atteint un niveau de savoir remarquable, avant d'être anéanties par quelques catastrophes.
Les légendes locales racontent que des divinités dotées de pouvoirs surnaturels auraient façonné et soulevé les énormes blocs de pierre. D'autres gens avancent que Pumapunku était si sophistiqué que ses bâtisseurs auraient bénéficié de l'assistance de visiteurs venus du cosmos. Ces découpes d'une précision remarquable et ces pierres massives évoquent des techniques de construction contemporaines. Les partisans de cette thèse affirment également que certaines figures sculptées à Tiwanaku semblent arborer des éléments ressemblant à des casques, ce qui pourrait, selon eux, indiquer une origine extraterrestre. Pour contester cette théorie, des scientifiques de l'Université de Californie, à Los Angeles, ont entrepris de modéliser Pumapunku à l'aide de relevés anciens d'une extrême précision. Ils ont conçu une réplique numérique du site, puis en ont imprimé une version miniature, réduite à 4% de sa taille d'origine. Une fois les pièces imprimées, l'équipe les a triées selon leur taille, forme et motif, comme un gigantesque puzzle. Certains blocs possédaient des rainures spéciales pour accueillir des pinces métalliques, tandis que d'autres comportaient des gravures ornementales. Lorsqu'ils ont achevé la maquette, ils ont découvert qu'un bâtiment présentait un design familier, semblable à celui de deux sites voisins. Ce constat a apporté la preuve que Pumapunku avait été construit par des humains, non par des visiteurs de l'espace. Au fil des siècles, des individus ont dérobé des pierres de Pumapunku et les ont dispersées ailleurs, ce qui a compliqué la tâche des archéologues. Pour pallier cela, l'équipe de l'UCLA a mis en place une archive numérique, permettant aux chercheurs du monde entier d'étudier ce site sans devoir se déplacer jusqu'en Bolivie. Ainsi, il est possible que de nouvelles découvertes viennent éclairer ce mystère. Un autre ouvrage ancien, toujours impressionnant de par sa précision extrême, est le Serapeum de Saqqara, une vaste nécropole construite il y a environ 3000 à 3500 ans. Il fut découvert par hasard en 1850 par le scientifique français Auguste Mariette. À l'intérieur du Sérapéum, ce dernier découvrit un long couloir souterrain. De part et d'autre de ce corridor se dressaient d'immenses salles en pierre, abritant de gigantesques sarcophages faits de granit. Ceux-ci n'étaient pas destinés à des êtres humains, mais aux taureaux sacrés Apis. Ceux-ci étaient vénérés comme des rois, car on les croyait choisis par les dieux. Selon les Égyptiens, ces taureaux étaient les incarnations du dieu Ptah, et possédèrent des pouvoirs magiques destinés à protéger le royaume. Certains de ces sarcophages de pierre pesaient environ 70 tonnes. Ils se distinguaient par leurs angles parfaitement droits et leur surface lisse. Des marques de rouleaux sur le sol, ainsi que des treuils en bois munis de leviers, ont été découverts, témoignant des méthodes employées pour déplacer ces lourdes pierres. Étant donné que les chambres funéraires étaient plus basses que le sol du couloir, les ouvriers les remplissèrent de sable, y roulaient le sarcophage, puis retiraient lentement le sable afin de le faire descendre avec précision à sa place. Une inscription gravée dans le Sérapéum précise qu'il fallait 28 jours pour déplacer une seule de ces lourdes boîtes en pierre. Bien que ces sarcophages fussent destinés à des taureaux, ils étaient nettement surdimensionnés. En effet, les pharaons, souverains d'Égypte, étaient eux-mêmes enterrés dans de petits cercueils, ce qui rend l'existence de ces énormes sarcophages particulièrement étrange. Reste à élucider la raison pour laquelle le granit, pierre très difficile à travailler, fut préféré au calcaire. Certaines théories suggèrent que ces boîtes en pierre ne servaient pas uniquement de sépulture, mais pourraient avoir fonctionné comme d'anciens générateurs. Les Égyptiens maîtrisaient le processus de fermentation. Si l'on déposait des aliments ou de la viande dans une boîte en granit parfaitement hermétique, la fermentation engendrerait une accumulation de pression à l'intérieur. Le granit renferme du quartz, un cristal capable de produire de l'électricité lorsqu'il est comprimé. Lorsque cette pression augmentait, le couvercle de la boîte pouvait s'ouvrir brusquement, libérant ainsi le gaz accumulé. Des illustrations anciennes découvertes au Sérapéum montrent des pierres empilées sur ces coffres, peut-être destinées à alourdir les couvercles afin d'augmenter la production électrique. Des millénaires plus tard, les explorateurs qui ouvrirent ces boîtes ne trouvèrent que des ossements de taureaux, sans doute parce que toute matière organique avait disparu avec le temps. Encore aujourd'hui, les chercheurs demeurent incertains quant à la véritable fonction de ces gigantesques coffres de pierre, laissant ainsi le mystère entier. Il existe sur Terre un lieu qui semble tout droit sorti de dunes. D'immenses plateformes de pierre et d'argile se dressent au cœur d'un désert brûlant. Et pourtant, des êtres humains ont réussi à subsister dans un environnement aussi impitoyable. Mais à la différence du film, cette cité bien réelle du Pérou fut abandonnée il y a plus de 3 millénaires. Perdue dans l'oubli, jusqu'à aujourd'hui. Voici Pénico. Cette cité disparue se situe dans la province de Huaura, au nord de Lima. Après 8 années de fouilles et de travaux de préservation,
une partie de ces mystères a enfin refait surface. Elle paraît lugubre et désertée aujourd'hui, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les spécialistes pensent qu'elle fut jadis un centre d'échange animé pour les anciens Péruviens. En réalité, elle appartenait à la plus ancienne civilisation connue du continent américain, du moins pour autant que nous le sachions. Et non, il ne s'agissait ni des Mayas ni des Aztèques. Erreur répandue. Il est ici question de la civilisation Caral Sup. Cette civilisation existait il y a plus de 5 millénaires, un âge vertigineux. Pour situer cela, tandis que les Sumériens atteignaient leur apogée en Mésopotamie et que les Égyptiens commençaient tout juste à ériger les monuments de Gizeh, le peuple de Caral bâtissait déjà ses propres pyramides. Grâce à lui, le Pérou figure aujourd'hui parmi les 6 berceaux originels de la civilisation. Cependant, contrairement aux trésors exhumés d'Égypte ou de Mésopotamie, vous ne verrez pas d'objets de Caral dans les musées. Du moins, aucun vase orné de symboles mystérieux, car ils ignoraient l'écriture et la poterie. Ce qu'ils maîtrisaient, en revanche, c'était l'art de bâtir à grande échelle. Ils ont légué des merveilles architecturales, telles que des pyramides à degrés et d'immenses places circulaires creusées dans le sol, comme de vastes arènes à ciel ouvert, capables d'accueillir des centaines d'individus. Et ce n'est pas comme s'ils avaient seulement élevé une pyramide par-ci ou une place par-là. Non, comme on l'a dit, ils voyaient grand. À ce jour, les chercheurs ont identifié jusqu'à 30 grands centres de peuplement, dans ce que nous appelons aujourd'hui la région de Caral, sur la côte centrale du Pérou. Chacun pouvait être considéré comme une véritable cité, avec ses quartiers résidentiels, ses places multiples et ses temples cérémoniels. Leur édifice le plus imposant, la pyramide Mayor, atteint près de 30 mètres de haut, sa base couvrant une surface équivalente à 4 terrains de football. Une prouesse considérable qui n'a pu voir le jour qu'au prix d'une planification rigoureuse, d'une coordination efficace et du savoir-faire de nombreux artisans. Preuve d'une organisation sociale structurée et d'un pouvoir fort pour la diriger. Bien qu'ils aient érigé ces structures prodigieuses, les cités de Caral demeurèrent enfouies durant plusieurs millénaires. Et même lorsque les chercheurs abordèrent la région pour la première fois, il fallut encore des décennies pour qu'ils mesurent réellement son importance. Les ruines étaient déjà connues dès les années 40, mais ce n'est qu'au cours des années 90 qu'une étude d'envergure leur fut consacrée. Si elles furent ignorées si longtemps, c'est que leur architecture, d'une perfection saisissante et de proportions colossales, paraissait trop moderne. Erreur totale, selon toute vraisemblance. En 2001, les analyses confirmèrent enfin que Caral représentait la plus vieille civilisation connue du continent américain. Les archéologues estiment que cette société s'étendit d'environ 3000 à 1800 ans avant notre ère. Durant 4 millénaires, elle prospéra dans un isolement presque absolu, sans jamais, semble-t-il, rencontrer d'autres civilisations. Cette solitude pourrait expliquer sa réputation de peuple pacifique. Les chercheurs n'ont trouvé aucune trace de conflit, ni fortification, ni armes, ni signes de combat. Au contraire, leur culture semblait orientée vers le commerce et les plaisirs. Ils avaient un goût marqué pour la musique. Dans l'un des temples, les fouilles ont révélé 32 flûtes taillées dans des os d'oiseaux. On ne peut qu'imaginer la sonorité douce et étrange qu'elles devaient en produire. Les Caral vivaient le long de 3 cours d'eau, la Fortaleza, la Pativilca et la Sup, tout comme la cité récemment mise au jour de Pénico. Cette ville oubliée fut bâtie sur une terrasse naturelle à quelques 600 mètres d'altitude. Et non, ce choix n'était pas dicté par le goût du panorama, mais par un souci de sécurité. La hauteur les protégeait des crues, puisque le site s'étend parallèlement à la rivière Sup. Ce n'est qu'après 8 années de fouilles que sa splendeur fut pleinement révélée. Les chercheurs y ont recensé 18 structures, comprenant temples, complexes résidentiels, ainsi qu'une vaste place circulaire. On y trouve aussi des salles cérémonielles érigées au sommet de vastes plateformes à degrés, reliées par des escaliers, des cours et des murs finement agencés. Ces constructions remplissaient à la fois un rôle pratique et symbolique. Elles constituaient le cœur vivant de la cité, le lieu de rassemblement pour les rituels collectifs. À l'intérieur de l'un de ces édifices, les chercheurs ont mis au jour des sculptures en argile brute représentant des figures humaines, des animaux et des objets sacrés. Ils y ont aussi trouvé des outils de pierre, broyeurs, pilons et marteaux. Vous vous souvenez qu'ils étaient amateurs de musique, n'est-ce pas? Eh bien, les archéologues y ont également trouvé des pututus, sortes de trompettes archaïques taillées dans d'immenses coquillages venus de l'océan Pacifique. Si l'on observe la carte, un détail saute aux yeux. Pénico se situe bien plus à l'intérieur des terres que les autres cités de Caral découvertes jusqu'ici, et cela n'a rien d'anodin.
Son emplacement répondait à une logique purement stratégique, ce qui lui valut le surnom de « cité de l'intégration sociale ». Selon une hypothèse, Pénicaud aurait joué un rôle essentiel dans le commerce de l'hématite, un minéral utilisé depuis l'Antiquité pour produire un pigment rouge très recherché. À cette époque, c'était un bien de prestige. La cité aurait ainsi servi de relais entre les villages côtiers et ceux des hautes terres de Supé et Huara, échangeant sans doute l'hématite contre du poisson et des coquillages venus du littoral. Mais la grande question demeure, qu'est-il advenu des habitants ? Pourquoi Pénicaud fut-elle totalement abandonnée après des millénaires d'occupation ? Le mystère reste entier. Plusieurs théories cherchent à expliquer la disparition de la civilisation Caral-Sup et l'abandon de ses principales cités. L'une d'elles, dite hypothèse maritime, suppose que les premières sociétés se développèrent d'abord sur le littoral, vivant surtout de la pêche, avant de migrer vers l'intérieur des terres. Selon cette idée, les villes côtières auraient été désertées au fil du temps. Mais cela cadre mal avec Pénicaud, qui se trouve bien trop loin du rivage pour être considéré comme une cité maritime. Il demeure donc difficile de déterminer ce qui s'est réellement produit. Dans leur cité principale, les archéologues n'ont trouvé aucune trace d'un cataclysme majeur, ni tremblement de terre, ni inondation, ni destruction soudaine. Il en va de même pour Pénicaud. Aucun signe n'évoque un événement unique ayant causé leur disparition. L'explication la plus vraisemblable serait un changement climatique. Une modification durable du temps aurait entraîné de longues sécheresses, dévastant les cultures et contraignant les populations à fuir leurs villes, comme ce fut le cas, bien plus tard, en Mésopotamie du Nord. Peut-on l'affirmer avec certitude ? Pas vraiment. Il est bien plus probable que le déclin de cette civilisation résulte d'un enchaînement de causes multiples. Des tensions internes liées au pouvoir ou à la gestion de la société ont peut-être aussi joué un rôle, mais l'archéologie ne peut en apporter la preuve directe. Quoi qu'il en soit, la découverte de Pénicaud reste capitale. Elle offre de précieuses pistes pour comprendre les difficultés rencontrées par la civilisation de Caral avant son effondrement. Pourtant, nombre de ces mystères demeurent encore enfouis, et les chercheurs ont toujours fort à faire pour percer les origines et l'évolution de ce peuple fascinant. Si vous souhaitez découvrir Pénicaud, voici une bonne nouvelle. Le site est désormais ouvert au public. Il se trouve à environ 4h30 de route de Lima, accessible en véhicule particulier ou par des circuits touristiques. Certes, le trajet n'est pas de tout repos, mais les paysages grandioses en valent largement la peine. Et si vous ne pouvez pas vous envoler jusqu'au Pérou, inutile de vous décourager. Un musée virtuel consacré à Caral est disponible en ligne pour les hispanophones. Ce parcours numérique propose 10 salles thématiques retraçant la naissance de la civilisation, agrémentées de photographies, de vidéos et d'infographies. L'expérience est immersive, presque vivante. Bien sûr, rien n'égale la sensation de se tenir sur le site même, mais elle permet déjà d'entrevoir le monde de la plus ancienne civilisation connue des Amériques. L'humanité a le regard tourné vers les étoiles, à la recherche de secrets cachés dans l'espace. Mais sous terre, dans le sol de notre propre planète, il y a des tas de choses fantastiques qui attendent d'être découvertes. Comment peut-on parler de fouilles sans mentionner l'Égypte ? En 2019, les archéologues ont mis au jour la tombe d'un haut fonctionnaire du sud de Saqqara qui a vécu il y a environ 4400 ans. Il s'appelait Kouhi, et les hiéroglyphes sur les murs de la tombe énumèrent ses nombreux titres, dont celui de seul ami du pharaon de l'époque. Cette découverte aurait pu être assez banale en Égypte, si ce n'était pour l'intérieur de la tombe. Les murs, le plafond et même certaines parties du sol étaient couverts de hiéroglyphes, d'images et de motifs complexes. Mais ce qui est le plus surpris les scientifiques, c'est la bonne conservation des couleurs de ces images. Malgré les fissures et les éclats sur les murs et le plafond, elles étaient encore brillantes et vives, comme si elles avaient été peintes récemment. En Israël, une ville entière a été découverte par des archéologues en 2019. Elle datait de 5000 ans, soit du début de l'âge de bronze, et abritait environ 6000 personnes. Des millions d'outils, des fragments de poterie et des récipients en pierre ont été trouvés sur le site. Selon les chercheurs, la ville était si vaste qu'elle pourrait être considérée comme le New York de son époque. Cette mégapole a été soigneusement conçue avec des dizaines de rues, de ruelles, de zones publiques et résidentielles.
Les archéologues affirment que les citoyens vivaient et commerçaient non seulement avec différentes régions, mais aussi avec diverses cultures et royaumes. Bar Hill est une colonie datant de l'âge du fer dans l'est de l'Angleterre, et des archéologues sont tombés par hasard sur quelque chose de très insolite. Alors qu'ils exploraient la zone, ils ont regardé dans une fosse en particulier et y ont trouvé des milliers d'os de grenouilles. Des calculs ultérieurs ont montré que ces plus de 8000 os appartenaient à des grenouilles et des crapauds. Il n'y avait aucun signe de dommage extérieur. Les os gisaient sous forme de tas et de colonnes. Les scientifiques n'ont aucune idée de ce qui a pu attirer autant de grenouilles et de crapauds en un seul endroit. On sait que les habitants de l'époque mangeaient des grenouilles, et qu'ils ont donc pu les amener ici. Selon d'autres versions, les grenouilles seraient venues en raison des grandes quantités d'insectes qui se nourrissaient des cultures. Ou bien, elles auraient été à la recherche d'un plan d'eau et se seraient retrouvées piégées dans le fossé. Pour l'instant, le mystère des grenouilles reste entier. Moins mystérieuse qu'amusante, une insulte vieille de près de 1800 ans a été trouvée gravée dans la pierre, près du mur d'Adrien en Angleterre. Un ancien fort romain situé juste au sud du mur contenait de nombreuses tablettes écrites. Mais celle-ci était particulièrement curieuse en raison de son contenu. La pierre mentionne un certain Secundinus et dit des choses assez désagréables à son sujet. En fait, il s'agit de l'un des plus anciens graffitis sur pierre jamais découverts, qui indique que les Romains avaient bel et bien des querelles entre eux. Un éleveur du Wyoming, situé à proximité de la ville de Newcastle, vaquait à ses occupations lorsqu'il est soudain tombé sur un os bizarre qui dépassait du sol. En le déterrant soigneusement, il s'est rendu compte que l'os appartenait à une énorme créature. Elle était plus grande qu'un ours. Mais malgré cela, il n'y avait pas d'ours dans la région. Le fermier a appelé des scientifiques pour comprendre de quoi il s'agissait. Lorsqu'ils ont fouillé les pièces, ils ont découvert 3 squelettes de dinosaures. De Triceratops, pour être précis. Les chercheurs ont été stupéfaits par cette découverte pour 2 raisons. D'abord, les squelettes étaient étonnamment complets. Il y avait des os de leurs membres, des parties de crâne, de leurs pieds et des bouts de queue. Deuxièmement, on considérait les Triceratops comme une espèce solitaire, car tous les squelettes découverts jusque-là avaient été retrouvés seuls. Dans ce cas précis, ils étaient 3. L'un semblait être jeune, tandis que les 2 autres étaient probablement ses parents. À en juger par les marques de dents sur les os du plus grand des 3, un T-Rex aurait attaqué la famille. Et ils n'ont pas pu échapper à l'énorme prédateur. Les catacombes de Paris n'ont pas encore été entièrement cartographiées, et des choses étranges continuent d'y être découvertes. L'une d'entre elles a été trouvée en août 2004. La police locale effectuait un exercice d'entraînement de routine dans les cavernes situées à proximité de la Tour Eiffel, lorsqu'elle est tombée par hasard sur une grande grotte transformée en salle de cinéma entièrement équipée. La salle disposait d'une arène où les spectateurs s'asseyaient, d'un écran grandeur nature, d'un projecteur et de nombreux films à regarder. Il est intéressant de noter qu'ils étaient tous assez ordinaires, avec des films noirs des années 50 et des films plus récents. Il y avait également une deuxième caverne, plus petite, à côté de la première, qui était utilisée comme restaurant. Quelqu'un avait installé un système électrique et au moins 3 lignes téléphoniques dans ce cinéma souterrain. Mais le plus inquiétant s'est produit lorsque les agents sont retournés sur le site 3 jours plus tard, pour approfondir l'enquête. Ils ont découvert que tous les câbles électriques et toutes les lignes téléphoniques avaient été coupés, et qu'une mystérieuse note manuscrite gisait au sol qui disait « N'essayez pas de nous retrouver ». Personne ne sait encore qui a construit ce cinéma souterrain, ni pourquoi. En 1948, un premier rapport fait état d'un curieux mur de 150 km de long construit en Jordanie. On ne sait pas encore qui l'aurait construit, ni quand, ni pourquoi. Son but n'était pas de servir de défense. Il était trop bas et trop peu épais pour pouvoir protéger quoi que ce soit de quiconque. Aujourd'hui, il n'en reste plus que des ruines, bien sûr, mais à l'époque, il était encore tout neuf. Il mesurait environ 1 mètre de haut et 1 demi-mètre d'épaisseur. La théorie la plus populaire veut que cet étrange mur aurait pu servir de limite aux terres agricoles. Les chercheurs ont trouvé des traces d'anciennes terres agraires à l'ouest du mur. Cette frontière aurait pu protéger des chèvres affamées venues de l'Est avec des tribus nomades. Pendant que nous sommes en Jordanie, il y a un autre mystère ici. Des cercles de pierre qui datent de 2000 ans. Ils sont assez grands, avec un diamètre d'environ 400 mètres ou plus. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 11 de ces grands cercles. Oui, c'est leur nom officiel.
Pourtant, ils ne font que quelques mètres de haut, ce qui les rend tout aussi mystérieux. À l'origine, les chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'immenses enclos pour les animaux. Mais il n'y a aucune ouverture entre les pierres qui composent les cercles pour laisser entrer ou sortir les gens ou le bétail. Actuellement, personne ne sait qui a construit ces structures anciennes, ni pourquoi. Les archéologues de Glasgow ont déterré une dalle de pierre vieille de 5000 ans en 2016, avant de l'enterrer à nouveau. La dalle est connue sous le nom de pierre de Cocknow et les habitants de la région la connaissent depuis le 19e siècle. La pierre est grande et plate, mesure 13 mètres sur 8 et possède des décorations en forme de spirale qui ont été découvertes sur de nombreux autres sites préhistoriques à travers le monde. La pierre a été entièrement déterrée pour la première fois en 1887, mais au cours des décennies suivantes, elle a été recouverte de graffitis par des inconnus. Pour éviter de nouveaux dégâts, un groupe d'archéologues l'a de nouveau enterrée en 1965. Puis en 2016, un autre groupe de chercheurs a de nouveau déterré la pierre de Cocknow, afin de répertorier l'œuvre d'art à l'aide de techniques modernes de photographie et d'analyse. Tu as déjà entendu parler de Stonehenge? Mais qu'en est-il du Superhenge? En 2015, des archéologues n'en ont pas cru leurs yeux lorsqu'ils ont découvert tout un ensemble de monolithes de pierre à quelques kilomètres de Stonehenge. Ils se tenaient autrefois debout, mais il y a environ 4500 ans, le vent et l'érosion du sol ont dû les faire tomber. C'est pourquoi personne ne les avait découverts auparavant. Leur fonction reste inconnue, mais les scientifiques ont quelques théories. Il pourrait s'agir d'un monument néolithique géant ou d'une arène en forme de C qui menait à une rivière voisine, l'Avon. Des sources et une vallée complètent ce tableau. Le Superhenge a donc pu servir de décoration, ou même faire partie d'une structure plus grande combinée au Stonehenge, située non loin de là. Vous vous rendez en Espagne avec une équipe d'archéologues, dans l'espoir de mettre au jour d'antiques artefacts. Par chance, vous découvrez l'un des plus grands trésors de l'âge du bronze ibérique. Cette appellation désigne les cultures de cette époque en Espagne et au Portugal. Parmi les objets exhumés figurent des monnaies, des bijoux, des vases, ainsi que 2 pièces singulières. L'une évoque un fragment de sceptre, l'autre ressemble à un bracelet. Leur étrangeté? Elles semblent liées à l'espace. En 1963, à quelques kilomètres de la ville de Villena, en Espagne, des scientifiques mirent au jour le trésor de Villena, l'un des plus importants dépôts d'or de l'âge du bronze. Fait curieux, existe-t-il des trésors de bronze datant de l'âge d'or? Qu'importe. L'or découvert a été daté entre 1500 et 1200 avant notre ère, à l'exception toutefois du sceptre et du bracelet, dont la provenance semble étrangère. Leur origine serait extraterrestre, dit-on, ce qui rend leur datation incertaine. Bien sûr, ce n'est qu'une plaisanterie, du moins, en partie. Lorsque les chercheurs examinèrent les objets, ils constatèrent que ces 2 pièces étaient faites non d'or, mais de fer. Et alors, pourriez-vous penser? Le problème, c'est qu'à l'âge du bronze, on ne savait ni exploiter ni forger ce métal. La maîtrise du fer n'est apparue qu'environ 4 à 7 siècles plus tard, vers 850 avant notre ère. Alors, comment expliquer leur existence? Un indice troublant de ce mystère a été découvert en Égypte ancienne. Dans la tombe de Toutankhamon reposait un poignard en fer, présentant des caractéristiques semblables. Mais cet objet était bien plus précieux que les autres, car il avait été fabriqué à partir d'un matériau céleste, une météorite. De fait, le bracelet et le sceptre sont eux aussi composés de fer météoritique. Ce type de métal se distingue par une teneur élevée en nickel, absente dans le fer terrestre. Tout cela devient cohérent. Les peuples de l'âge du bronze ne pouvaient pas extraire le fer des profondeurs. Mais rien ne les empêchait de récupérer celui tombé du ciel. Imaginez l'émotion de posséder des bijoux ou une dague confectionnés à partir d'un matériau ayant voyagé durant des millions d'années dans les immensités de l'espace. Peut-être renferme-t-il même des particules d'une étoile ancienne aujourd'hui éteinte. À ce jour, ces 2 artefacts issus du trésor de Villena constituent les plus anciens objets en fer météoritique recensés sur la péninsule ibérique. Maintenant que chaque pièce est à sa place, vous pouvez admirer l'ensemble des richesses composant le trésor de Villena. Ce dernier comprend 66 objets, bols, bracelets, flacons, bijoux en or, 3 flacons d'argent ainsi qu'un bouton en or ambré. Près de 10 kilos d'or ancien soigneusement dissimulé, dont la découverte ne fut possible qu'après 3 millénaires.
Ce rêve pour tout archéologue est exposé au musée de Villena, où sont présentés des vestiges couvrant plusieurs époques, allant de la préhistoire, il y a environ 50 000 ans, jusqu'à l'époque contemporaine. Vous y trouverez des objets issus des cultures ibériques, romaines et arabes. On y observe non seulement bijoux et monnaies, mais aussi les vestiges de colonnes, céramiques et autres artefacts architecturaux. Cette collection figure parmi les plus importantes en matière de trésors préhistoriques en Europe. Et le plus remarquable est que l'accès à cet ensemble exceptionnel ne coûte que 2 € environ. Rendez-vous à Villena, découvrez donc ce musée et imprégnez-vous de son histoire. Hé l'ami, on m'a dit que vous possédiez un détecteur de métaux. Pourriez-vous m'aider à retrouver ce marteau que j'ai perdu dans mon champ ? Vous demande un vieux fermier. Vous prenez votre appareil et entamez les recherches. Mais au lieu d'un marteau, vous déterrez des centaines, voire des milliers de pièces d'argent estimées à environ 2 millions d'euros. Vous vous réjouissez que le fermier ait égaré son marteau, car vous voilà riche. Mais stop, sachant que ce terrain lui appartient, lui révéleriez-vous votre trouvaille ou la garderiez-vous pour vous ? En réalité, aucune de ces éventualités ne s'est produite. En 1992, Eric Lowes aidait un agriculteur à retrouver un marteau perdu dans un champ proche de Oxne, dans le Suffolk en Angleterre. Son détecteur de métaux révéla un trésor caché d'une ampleur considérable. Cuillères en argent, bijoux en or, plus de 500 pièces d'or et quelques 14 000 pièces d'argent. Par hasard, Eric Lowes mit au jour la plus vaste collection d'or et d'argent de la fin de l'époque romaine, jamais découverte en Grande-Bretagne. Hélas, ou par chance peut-être, ni lui ni l'agriculteur ne reçurent la moindre part de ce trésor, désormais conservé au British Museum. Quittons à présent le champ de ce fermier pour rejoindre la côte méditerranéenne. Imaginez que vous soyez plongeur sous-marin. Après une violente tempête la veille, l'eau est désormais calme, et vous vous immergez pour découvrir un fond marin recouvert de dinars en or. Ce fait s'est produit en 2015. Ces pièces, charriées sur la rive par la tempête, pourraient avoir été frappées bien avant le début de la première croisade en 1096. Cette collection figure parmi les découvertes archéologiques les plus remarquables à l'échelle mondiale. De telles richesses peuvent aisément troubler l'esprit de leurs découvreurs, mais elles finissent toujours dans un musée. Et c'est une bonne chose, car une fortune de cette ampleur pourrait aisément rendre fou. Un détecteur de métaux et une combinaison de plongée ont permis la découverte de trésors anciens. Mais quelle sera la prochaine étape ? Pourquoi pas un chien ? En effet, cet animal pourrait bien être un excellent substitut au détecteur de métaux. Ainsi, en 2013, 2 personnes promenaient leurs chiens sur leur propriété, dans le nord de la Californie, lorsqu'ils tombèrent sur une boîte rouillée remplie de pièces datées de 1847 à 1894. Près de 1500 pièces d'or se trouvèrent à l'intérieur. Le ticket pour un avenir riche et insouciant ? Pas cette fois. La découverte suscita une vive controverse parmi les experts. Une théorie avançait que ces pièces auraient été volées à la monnaie des États-Unis. Toutefois, celle-ci démentit fermement cette hypothèse, affirmant n'avoir jamais possédé un tel or dans ses réserves. Reste à comprendre pourquoi quelqu'un aurait pris le risque de dissimuler un tel trésor dans la propriété d'un tiers. Un voleur a risqué sa liberté, peut-être même sa vie, pour s'enrichir. Une fois son but atteint, il se contenta de cacher le magot, comme s'il n'avait jamais existé. Une affaire pour le moins étrange. Monnaie, bijoux, objets provenant de météorites, tout cela est remarquable. Mais achevons cette vidéo avec un récit grandiose. Des archéologues, engagés dans des recherches au large des côtes égyptiennes, découvrirent un trésor insoupçonné au sein d'un temple et d'un sanctuaire submergé. Malgré l'assaut des vagues, les tremblements de terre et l'eau salée, cette découverte majeure avait été maintenue dans un état remarquable. Ce temple, édifié il y a plusieurs siècles, s'effondra au milieu du second siècle avant notre ère. Il s'agissait d'une structure capitale de l'Égypte ancienne, considérée comme sacrée par la population. Les pharaons s'y rendaient pour implorer l'aide de leurs dieux et afin de sacraliser leur règne au moyen de titres grandioses, tels que roi de l'univers. Pour beaucoup, ce lieu représentait le cœur même de notre monde, et il repose désormais, oublié, au fond de la mer, presque en ruine. Le temps ne fait grâce à rien. Les chercheurs ont établi que ce temple faisait autrefois partie intégrante d'une cité portuaire antique. Un tremblement de terre dévastateur survenu il y a fort longtemps anéantit la ville. Les vagues de marée, en rendant le sol meuble, entraînèrent la cité dans les eaux de la Méditerranée. Lors de leurs investigations dans le temple, les scientifiques découvrirent de nombreux trésors cachés, instruments cérémoniels en argent, bijoux en or et vases en albâtre, qui servaient jadis à conserver parfums et onguents.
Il semblerait qu'en Égypte ancienne, la cosmétologie avait déjà ses adeptes. À proximité du temple, les archéologues mirent au jour un sanctuaire grec. Il semble que les marchands grecs visitant les côtes égyptiennes souhaitaient rendre hommage à Aphrodite, et pour cela bâtirent un modeste édifice en son honneur. Dans ce lieu furent exhumés des objets en bronze et en céramique issus de diverses cultures. Les chercheurs ont également découvert que les Grecs jouissaient de l'autorisation de commercer dans cette cité égyptienne et pouvaient même y établir leur résidence. Les pharaons, vers 600 avant notre ère, se montraient apparemment favorables à leur égard.